Mon invité d'aujourd'hui, je l'ai reçu deux fois sur les ondes clandestines. La première fois, ce fut pour poser le décorum sur le renseignement, où nous évoquions les bases du monde de l'intelligence au sens, bien entendu, anglo-saxon du terme. La seconde, ce fut pour nous éclairer sur l'influence russe en Afrique avec la crise au Niger. Aujourd'hui, fort de son expérience au sein du mythique service du KGB, mon invité nous revient avec plaisir nous éclairer sur les récents événements du monde. Sergei Girnov, bonjour. Bonjour Aurélien et bonjour à tous nos auditeurs. Bah, je vous remercie d'être toujours présent et fidèle sur cette émission. C'est super. On va évoquer les théâtres de conflictualité. On va évoquer les territoires de guerre, notamment en fait ceux au Proche-Orient, donc avec le Liban. On va évoquer le canal de Suez et les Houthis. Puis on va voler vers la Russie, votre mère Russie, et puis Poutine. On va dresser en fait la situation actuelle russe. Et puis en dernier lieu, nous ferons une incursion en Asie, où la situation est préoccupante et explosive, notamment en Corée. Donc, Sergueï, on va parler du Proche-Orient. Le Proche-Orient, en fait, vous savez, c'est l'assassinat du numéro 2 il y a quelques semaines du Hamas au Liban, à Beyrouth. Et là je vais faire un anachronisme énorme, mais je vais le faire quand même, en fait, ne peut-il pas rappeler, en fait, l'assassinat de François Ferdinand en Autriche-Hongrie, à Sarajevo, en fait, lors de la Première Guerre mondiale, dans sa mécanique, et c'est là où je veux être explicatif, dans sa mécanique macabre d'activer, en fait, les plaques d'entente et d'alliance diverses pour atteindre ce que vous appelez dans votre livre, en fait, l'escalade dans un conflit global. Non, je crois que on n'est pas quand même dans cette configuration-là parce que bon. Après, c'est vrai que souvent pour mettre en marche les rouages d'un conflit mondial, il y a toujours un prétexte et le prétexte peut être minime, voire même anecdotique. Donc n'importe quelle figure peut donner lieu à l'escalade d'un conflit jusqu'à l'échelle mondiale. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, enfin j'espère, hein, parce que pour le moment, ce n'est pas encore un tremblement de terre. Donc il y a de plus en plus de pays qui sont concernés par les Du conflits, moins, ça mais crispe. c'est pas encore la logique un peu. De quoi? Les relations sont crispées quand même. Bah, les relations sont crispées, mais bon, disons qu'au Proche-Orient, si on prend les conflits qui sont ravivés depuis le 7 octobre, déjà avec l'attaque de Hamas sur Israël, bah, Oui, avant, les relations n'étaient pas heureuses non plus, hein. ouais, bien sûr. La guerre en Israël, c'est quasiment depuis la création de cet État par la décision des Nations Unies, que d'ailleurs tous les pays arabes ont rejeté à cette époque-là. Et donc, en fait, Israël était le seul pays qui a reconnu la création des deux États, d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, Israël a poussé la création des deux États en reconnaissant aussi l'administration palestinienne et en permettant aussi Oui. à Yasser Arafat de venir de Tunisie en Israël et en Palestine. Et donc, c'est pas si évident que ça. Et je dirais que actuellement, pour le moment, les grands acteurs qui sont dans les coulisses de ce conflit ne veulent pas non plus s'impliquer directement. C'est le cas de Hezbollah, c'est le cas de l'Iran, c'est le cas des Chinois, parce que les Chinois sont aussi présents dans ce conflit, ils sont aussi partie prenante de ce conflit. Oui. Le conflit au Yémen, c'est un conflit qui existe depuis 20 ans, et donc c'est un conflit qui déchirait l'Iran et l'Arabie saoudite, avec les proxys qui se trouvaient sur ce territoire et avec les pirates qui étaient déjà aux alentours de ce détroit depuis plusieurs années. Donc, je ne crois pas que pour l'instant, on ait franchi quelque chose de qualitativement différent. Après, ce qui me préoccupe, c'est plutôt, par exemple, si on traverse le golfe Persique, c'est ce qui se passe actuellement entre l'Iran, l'Irak et le Pakistan. Là, Ouais. c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup plus parce que je vous rappelle que le Pakistan, c'est le deuxième État nucléaire
qui est concerné par un conflit chaud entre ses voisins, à part la Russie, bien évidemment, qui mène la guerre contre l'Ukraine depuis 10 ans. Donc voilà, donc c'est plutôt de l'autre côté que ça me pose plus de problème, parce que le Proche-Orient et donc la péninsule arabique, elle est en conflit depuis toujours. D'accord. Ça me laisse faire un focus sur les assassinats politiques, parce que celui du Hamas, bon voilà, on a vu, en fait, on s'est pas rendu compte lors de cet assassinat que les États pratiquaient des assassinats politiques, mais Israël, en fait, et le Mossad, c'est un sport assez costaud, en fait, dans l'esprit. Et les Russes, en fait, eux aussi, en fait, ont pratiqué, enfin les Russes, Poutine et son gouvernement, en fait, ont pratiqué des assassinats politiques, en fait, ciblés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, après, je dirais que les assassinats politiques, c'est pas quelque chose facile à prouver, hein, parce que Ouais, donc l'assassinat est là, mais facile à prouver qu'il y a un État derrière, ce n'est pas quand même si évident que ça. La Russie, en revanche, je peux dire que c'est uniquement avec Poutine que la Russie a réintroduit cette pratique, parce que en fait, du temps de l'Union soviétique pendant l'époque Brejnev-Andropov, ouais, je dirais que en fait, cette pratique était minime comparée à celle qui existait sous Staline et même sous Khrouchtchev, ça a commencé à être quasiment condamné par le Parti communiste de l'Union soviétique. Et donc, en fait, à part quelques assassinats ciblés, il y en avait très peu. Et donc, à cette époque-là, même dans le domaine de l'espionnage, on préférait échanger nos espions plutôt que de les liquider. Poutine a réintroduit cette pratique et bien évidemment, ça a pris un essor assez important. Et d'ailleurs, dans la région qui nous concerne, je vous rappelle qu'il y a eu déjà un attentat contre Yandarbiyev au Qatar, où deux officiers du SVR russe, donc le service de renseignement extérieur russe, ont été pris en flagrant délit faire sauter la voiture de ce opposant tchétchène. ouais. Et d'ailleurs, ils ont été jugés d'abord au Qatar et puis après relâchés en direction de Russie. Mais c'était encore des exceptions et Poutine a réintroduit cette activité à partir, je dirais, symboliquement de l'assassinat de Litvinenko, Alexandre Litvinenko, son opposant, à Londres en 2006, qui a été tué par polonium, par le matériel Ouais. radioactif, et aussi la journaliste célèbre russe Anna Politkovskaya, qui a Oui, c'est été terrible ça. assassinée par les Tchétchènes, mais le commanditaire, on sait très très bien que le commanditaire était au Kremlin. Oui, elle avait été assassinée en fait chez elle, en fait, au sortir de chez elle, je crois. C'est ça, dans son immeuble, quand elle prenait l'ascenseur pour rentrer chez elle. C'est ça, exactement. On va laisser de côté les assassinats politiques pour se diriger à présent, faire un focus sur le canal de Suez et les outils. Le canal de Suez, c'est un véritable baromètre, Sergueï, des relations internationales. Le canal de Suez, c'est un passage stratégique entre la mer Rouge et la mer Méditerranée. Il est emprunté en fait par de nombreux navires chaque jour. Et pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Houthis, j'ai cherché, c'est une armée politique et théologique zaïdite active dont le territoire en fait est au Yémen. Vous en parliez en fait un peu précédemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation en fait aussi sous tension? Disons qu'en réalité, ce conflit se passait au Yémen aux grandes dames des organisations internationales, parce qu'en fait, c'est un conflit qui dure plus de 10 ans. D'ailleurs, l'Arabie saoudite soutenait sa partie, donc les sunnites qui combattaient. En fait, c'est une guerre religieuse, c'est les sunnites contre les chiites. Les chiites qui sont soutenus par l'Iran et les sunnites qui sont soutenus par l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, d'ailleurs, les soutenait avec l'armement français. Donc, c'est la République Ouais, française qui vendait les armes à l'Arabie saoudite et elle les fournissait aux fractions qu'elle soutenait au Yémen. Et donc, en fait, c'est une histoire qui durait depuis des années. Et tant qu'ils s'entretuaient entre eux,
en gros, en fait, ça concernait personne. Il Ouais, y a eu d'ailleurs une accalmie parce que je vous rappelle qu'en 2023, la Chine a réussi au printemps 2023 un exploit quasiment mondial parce qu'elle a réussi en fait d'obtenir un accord religieux entre l'Arabie saoudite et l'Iran, donc les chiites et les sunnites. Suite à ça, le conflit au sud du Yémen s'est calmé un c'est peu. calmé. Euh, Ouais, Après, il y avait bien évidemment, c'est un endroit, comme vous avez dit, clé pour le commerce international, parce ouais. qu'en gros, en fait, on peut éviter ce détroit entre l'Afrique et la péninsule arabique, puis le canal de Suez, mais ça fait un détour de 13 000 kilomètres. Ça fait Donc, un bien détour. évidemment, ça coûte beaucoup plus cher, ça prend du temps, et bien évidemment, dès la création du canal de Suez, c'était quand même quelque chose qui était très apprécié par le commerce venant des Indes et puis après de la Chine actuellement. Et donc, bien évidemment, ça concerne le commerce. Et c'est pour ça d'ailleurs, moi, je suis persuadé que la réaction de la société internationale va être assez rapide et assez musclée. Donc, ça, les frappes des États-Unis, mais dans une coalition, parce que dans cette coalition, on peut retrouver aussi les Anglais, mais aussi les Australiens, mais aussi les Hollandais, en fait, tous les pays qui sont concernés par ce commerce. D'ailleurs, ce qui m'étonne un peu, c'est que les Chinois sont pour le moment absents parce qu'ils sont les premiers intéressés. Et surtout, en réalité, si vous voulez, actuellement, nous pouvons faire la séparation dans les conflits entre les pays qui sont les grandes puissances militaires ou pas. Par exemple, ce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre contre la Russie parce que la Russie possède l'arme nucléaire, ce que l'Iran ne peut pas se permettre contre le Pakistan parce que le Pakistan possède l'arme nucléaire, en fait, les États-Unis peuvent parfaitement se permettre contre les Houthis parce que en réalité, c'est juste les terroristes. D'ailleurs, vous avez dit c'est une armée religieuse. En réalité, tout ça, c'est du pipeau. Ce sont des terroristes qui vivent sur le terrorisme Ouais. en le saupoudrant avec les Avec des slogans thèses. avec Ouais. les thèses un peu idéologiques, mais en utilisant d'ailleurs pas mal eux-mêmes des drogues, parce qu'en fait, ces gars-là, ils sont à moitié drogués toute la journée, et donc ils font un peu n'importe quoi. Et les États-Unis et la coalition internationale qui est derrière elle, derrière les États-Unis, à mon avis, n'hésitera pas tout simplement à éliminer tous les points militaires des outils. Et à mon avis, ce point chaud peut être réglé très très rapidement parce qu'en réalité, il y a un consensus international qui se focalise autour du commerce international et les intérêts économiques sont tels qu'on ne va pas laisser un petit groupe de cinglés de Ouais. vous pourrir des milliards et des milliards, voire même des milliers Ce n'est pas, oui, ce n'est pas de plausible. milliards. Voilà, c'est pas possible. Et donc, à mon avis, ce conflit-là ne va pas donner non plus une guerre mondiale, mais tout simplement, ce sera élimination sans ménagement par la coalition internationale de ces petits bandits. Et d'ailleurs, moi, franchement, ça me pose aucun problème. Ok, entendu en fait, Sergueï. On va se translater en fait sur le conflit russo-ukrainien. C'est l'année des élections en fait cette année en fait 2024, année d'élections aux États-Unis, année en France avec les élections européennes et année d'élections en Russie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les élections russes? Est-ce que ça va, enfin, comment ça va se passer d'après vous? Bah, déjà, c'est pas le même conflit, hein, parce que vous avez Non. compris que ça, c'est complètement différent. Dans ce conflit-là, il y a la Russie, la puissance nucléaire, la première ou la deuxième puissance nucléaire mondiale qui est concernée. Ouais. Pour ce qui est effectivement cet agenda politique, c'est un agenda qui influe énormément sur ce conflit. Bon, en Russie, franchement, entre nous soit dit, il n'y a pas d'élections. Et ceci, non pas sous Poutine, mais encore sous Yeltsin, parce que déjà la réélection de Yeltsin en 1996 était une élection complètement truquée. Moi, je participais, j'étais à cette époque-là entre la Russie et la Suisse, et d'une manière indirecte, je participais Ah oui? à cette, à- à ces- à- au,
au grand secret qui était lié à cette élection, parce que le président Yeltsin était à l'époque très malade, et donc il était question de lui faire en secret une opération sur le cœur en Suisse qui n'a pas marché. Mais cette Ah, opération a été faite une fois lorsqu'il a été réélu, et donc elle a été opérée au mois de septembre, au mois d'octobre, je m'en souviens plus exactement, mais à Moscou. Et donc en fait ça, je le connais très bien. Et en fait pour Poutine, normalement, on dit, comme c'est une élection complètement truquée, c'est une élection qui n'en est pas une, donc c'est gagné d'avance, etc. Sauf qu'en réalité, l'année 2024 est une année très particulière parce que Poutine, ça fait 24 ans qu'il est au pouvoir. Tout le monde est fatigué par sa présence, je dois vous dire, en Russie, ouais, y compris le peuple. Poutine, on le donne toujours avec un soutien de 82% de la population, ce qui est complètement faux, parce que je vous rappelle que le 23 et le 24 juin 2023, quand il y a eu le soulèvement de Prigogine, personne n'est sorti dans la rue spontanément défendre Poutine, y compris dans les services de renseignement, y compris au ministère de la Santé, au ministère de la Défense, au ministère d'autres ministères siloviki, comme on me dit, en fait les ministères de force ouais. et les services spéciaux. Et donc, en plus, Poutine, non seulement il a fatigué assez le peuple russe, mais en plus, il a violé la constitution de 1993 en la modifiant pour se faire plaisir et pour avoir la possibilité de se faire réélire. Mais il prend quand même des gens pour des imbéciles parce qu'il dit, j'ai régné pendant 24 ans, maintenant ça compte plus et je me présente à partir de point zéro, comme si j'étais un nouveau-né en politique et c'est mon premier mandat. Donc Ouais. ça marche pas pour même les Russes, qui est un peuple pacifique et très patient, voire même trop patient, a quand même des limites et ne laisse pas se prendre pour un con. Et donc Poutine risque d'avoir quand même des surprises, surtout que en réalité, il y a beaucoup de tensions qui sont les tensions sous-jacentes. Bien évidemment, ce ne sont pas les énormes manifestations qu'on peut connaître en France où il y a des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui sont dans la rue, Non. mais quand même, il y a eu l'augmentation des prix des œufs à la veille de Noël. Ou de jour de l'an. Il y a eu l'augmentation des prix de poulet, qui est la première viande des Russes. Il y a eu une énorme vague de défaillances municipales dans les structures de chauffage et fourniture d'eau potable et de structures sanitaires pour plusieurs municipalités, qui d'ailleurs sont les problèmes hérités de l'Union soviétique. Donc, en 25 ans de son règne, Poutine, possédant énormément d'argent, n'a pas réussi à régler ce problème. Et dernièrement, donc, on a eu des tensions dans la République de Bachkirie, qui est une petite république nationaliste et nationale, avec une petite ethnie bachkire qui est derrière la Volga et derrière les monts Oural. En fait, en elle-même, c'est une république qui ne représente quasiment rien, mais des républiques comme ça, il y en a plus de 20 dans la Fédération de Russie. Et en fait, ces républiques sont concernées parce qu'elles sentent que les Russes du centre, comme Moscou, les volent parce qu'en fait, Ah ouais. on leur prend les richesses naturelles, parce que les richesses naturelles de la Russie se trouvent la plupart du temps dans ces petites républiques qui peuvent être très grands, comme Yakoutie. Hein. Yakoutie, c'est 7 fois la France ou 10 fois la France. Hein. Mais en même temps, avec peu de population, mais la population qui est malmenée et qui, en fait, est aussi très sollicitée pour faire la guerre contre l'Ukraine. Mais cette guerre, elle ne la prend pas comme la sienne. Et donc, Poutine, finalement, quand on prend les petites choses à droite à gauche, et ben les petites choses à droite à gauche, des fois, ça donne des révolutions et on ne sait même pas comment ça commence et comment ça termine. D'accord. On va parler du moral. Là, vous parliez de fatigue, que le peuple russe, en fait, la population russe, en fait, est fatiguée. Les troupes militaires russes et ukrainiennes, en fait, doivent l'être à 2 ans de combat de haute intensité. Quel est le moral des troupes, d'après vous, en fait, Sergueï?
La guerre, c'est quelque chose qui use les gens, bien évidemment, et donc des deux côtés, ils sont usés, ils sont fatigués. Mais il faut faire la différence et la compréhension, c'est que, en fait, les Russes qui viennent en Ukraine et viennent dans un pays étranger pour défendre on ne sait pas quoi, et en principe, Poutine avec ses principes. Donc, à la limite, les gens, les militaires russes ne prennent pas cette guerre comme la leur. Tandis que les Ukrainiens savent très très bien qu'ils défendent et veulent libérer leur propre pays qui est agressé par un pays étranger. Et donc, même s'ils sont fatigués autant que les Russes de l'autre côté, ils ne lâcheront jamais. En plus, les Ukrainiens sont un peuple très, disons, têtu et ils ne lâchent pas le morceau aussi facilement. Ce qui prouve, par exemple, vous savez, il y a cette fausse nouvelle et cette fausse idée qui a circulé pendant presque toute l'année 2023 que la contre-attaque des Ukrainiens a échoué. Ce qui est complètement faux parce que Oui, je voudrais juste souligner que l'Ukraine a défendu leur pays contre un pays qui est 10 fois plus puissant que lui oui, militairement, mais aussi économiquement, et 4 fois à plus proportion. grand au niveau de la population. Et pourtant, l'Ukraine a parfaitement réussi à défendre son pays. Et donc, dire que l'Ukraine a échoué en 2023 et c'est pour ça qu'elle est, disons, le moral est très bas, c'est complètement faux. Ce qui est bas, c'est qu'en fait, l'Ukraine s'est sentie un peu trahie par la coalition occidentale qui ne lui a pas fourni en temps et en heure donc les armements dont l'Ukraine avait besoin. Et ça, nous revenons un tout petit peu à la question précédente que vous avez posée, parce qu'effectivement, il y a les élections présidentielle américaine et donc en fait et le Parti démocrate et le Parti Ah bah républicain oui, ça va jouer. américain jouent un peu les trucs politiciennes, cette politique politicienne américaine et l'Ukraine et d'ailleurs Israël aussi sont tombés un peu otages de cette politique politicienne parce que du coup le Congrès n'a pas réussi à voter l'aide ni à l'Ukraine ni à l'Israël dans les délais qui étaient impartis en 2023. Mais en même temps, ils sont quand même les Ukrainiens possèdent quand même un soutien bipartite aux États-Unis et cette aide finira par arriver. Il y a aussi quelque chose actuellement qui est en train de changer. Je vous rappelle qu'à deux reprises dernièrement, le président Macron a soutenu, enfin, a témoigné de soutien indéfectible à l'Ukraine par la France, y compris dans le cas où les Américains renonceraient entièrement à ce soutien. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. On n'a jamais entendu ça en Europe et la France n'est pas le seul pays qui le fait parce que les Allemands ont confirmé aussi qu'ils vont donner jusqu'à 8 milliards d'euros d'aide, c'est-à-dire 2 fois plus qui était prévu cette année à l'Ukraine et ils vont voter aussi le paquet pour l'année 2025-26 si le conflit perdurait dans le temps. Il y a d'autres pays qui soutiennent aussi l'Ukraine, donc ce qui fait que ce conflit, il est réellement en plein essor, surtout que Poutine, de son côté, ne veut plus non plus renoncer à la guerre, même si cette guerre est complètement stupide et complètement criminelle pour sa part. Mais Poutine ne reconnaît jamais ses fautes, et donc tant que Poutine est vivant, ben, malheureusement, je crains que cette guerre continue. Ah, d'accord. Le démantèlement de l'armée régulière Wagner, en fait, est-ce que c'est pas une énième ruse ou est-ce que c'est une fragilisation en fait affirmée des positions russes ou un renforcement déguisé où finalement Poutine aurait dit on change de nom, c'est tout. Bah, d'abord, je voudrais corriger parce que Wagner, ce n'est pas l'armée régulière, c'est L'armée, justement, oui, c'est justement l'inverse, oui, c'est une oui, c'est armée vrai, privée. En fait, l'armée au privé. c'est un groupement privé, mais bon, en même temps, Poutine l'a dit l'année dernière, en fait, le secret polichinelle ouvertement, que c'est l'État russe quand même qui finançait Wagner. Et pour répondre à cette question, en réalité, c'est les deux à la fois, parce que d'un côté, ce groupement militaire privé combattait mieux que l'armée régulière,
justement parce qu'ils étaient un peu plus motivés, ils avaient un tout petit peu plus d'expérience militaire sur le terrain, mais en même temps, en réalité, ils compliquaient la chose sur le front parce que, en fait, quand vous faites la guerre, vaut mieux avoir un seul commandement et la présence des Wagner désorganisait plutôt l'armée russe. Et donc, paradoxalement, même s'ils combattaient mieux que l'armée régulière, leur absence, en fait, leur disparition du front a redonné, en quelque sorte, de l'organisation à l'armée régulière qui est restée toute seule et donc, du coup, plus coordonnée, plus encadrée, mieux encadrée que par le passé. Alors, j'ai lu un article également, on en a parlé un petit peu en filigrane dans cette émission sur la dissuasion nucléaire, euh, où il est question, en fait, faut-il utiliser des armes nucléaires tactiques? Et j'ai lu, en fait, je crois que c'est dans le Courrier international, un expert influent proche du Kremlin qui a lancé un pavé dans la mare sur la question de l'usage d'armes nucléaires tactiques par la Russie. Il a estimé qu'il s'agissait peut-être du seul moyen de forcer les Occidentaux à renouer avec la peur de l'escalade du nucléaire et de capituler. Qu'est-ce que... C'est une connerie monumentale qui circule autour de Poutine et bien évidemment dans un certain nombre d'experts ou de pseudo-experts militaires, D'accord. parce que en réalité, c'est d'abord et avant tout, Poutine parle du nucléaire et tous ces gens autour de lui parlent du nucléaire parce que c'est un aveu de faiblesse. C'est lorsque Poutine constate que en réalité sa fameuse deuxième armée du monde n'est qu'une armée de merde, excusez-moi. Et Ouais. c'est là où ils disent, bah, puisque le pays à qui Poutine refuse le droit d'exister et même la force d'exister, il dit les Ukrainiens n'existent pas, Ouais. l'armée ukrainienne n'existe pas. Bah, comment ça se fait que les Ukrainiens qui n'existent pas et que l'armée ukrainienne qui n'existe pas fait face à cette armée soi-disant extraordinaire russe depuis 2 ans? Et donc tout ça, c'est un constat d'échec de Poutine. Et bien évidemment, comme toute personne qui n'accepte pas autocritique et qui n'accepte pas sa responsabilité et ses propres erreurs, donc Poutine pense toujours à escalader ce conflit et donc il pense qu'en parlant du nucléaire, il va empêcher l'Occident d'apporter plus d'aide à l'Ukraine. En fait, cette tactique-là s'est révélée déjà depuis 2 ans complètement erronée, complètement fausse, parce que toutes les lignes rouges fixées par le Kremlin systématiquement étaient franchies par l'Occident. Et il n'a jamais eu de réponse sur quoi que ce soit sur le Kremlin. Je vous rappelle qu'au mois de février 2022, l'Occident fournissait les casques et les gilets pare-balles aux Ukrainiens et ne parlait même pas de leur livrer les armes de feu. Un mois après, il leur fournissait des javelines. 6 mois après, il leur fournissait des HIMARS. Un an après, il leur fournissait des chars et des missiles tactiques et opérationnels. Et maintenant, on parle des avions, etc., etc. Ce qui fait qu'en réalité, l'Occident n'a pas peur de Poutine, n'a pas peur de cette crainte nucléaire, tout en sachant qu'il ne veut pas non plus le provoquer. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, il le fait doucement, mais systématiquement en franchissant toutes les lignes rouges, soi-disant fixées par le Kremlin. Et Poutine sait très très bien que si jamais il ose employer l'arme tactique nucléaire en Ukraine, il sera banni dans la communauté internationale et même ses soutiens actuels comme la Chine ou l'Inde, qui lui achètent encore du gaz et du pétrole et donnent de l'argent pour continuer cette guerre, le lâcheront complètement parce qu'aucun pays dans le monde ne pourra être soutenu et n'osera soutenir Poutine qui franchirait cette barrière psychologique. Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner? Non, pas du tout. Poutine a perdu cette guerre le 24 février 2022. C'était la plus grande bêtise de son règne parce qu'en réalité, il n'a pas préparé cette guerre. Parce que militairement, il avait à cette époque-là 150 000 hommes qui étaient répartis sur le front de presque 3000 kilomètres. Alors, en fait, militairement, c'était une bêtise totale, une bêtise extraordinaire, parce qu'en plus, non seulement ce n'était pas suffisant pour l'Ukraine, mais en plus, cette guerre n'était pas préparée parce qu'il n'y avait pas de logistique de guerre. En réalité, vous savez, quand vous avez une personne sur le front, vous devez avoir 10 personnes qui travaillent derrière vous, la Oui, bien sûr. logistique du front. Et Poutine
n'a pas préparé tout ça parce qu'en réalité, ses services de renseignement lui ont menti. Ils lui ont dit les Ukrainiens vont absolument pas combattre. Ils vont faire comme les Français en 1940. Ils vont accepter l'occupation de leur pays par la Russie. Et voilà, et c'est comme ça que ça va se passer. Et en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais euh, quand Poutine où ces militaires ont vu que ça ne se passait pas comme ça, ils auraient pu tout simplement battre en retraite. Et bien, Poutine, c'est quelqu'un qui est absolument incapable de reconnaître ses fautes. Et donc, en fait, il s'obstine. C'est vraiment quelqu'un d'obstiné. Et donc, comme vous le savez très, très bien, les gens obstinés sont capables de se tuer, de se fracasser le crâne contre un mur qu'ils ne peuvent pas franchir. D'accord. Entendu, on va abandonner en fait donc la Russie, du moins quelques instants en fait, pour partir en Asie en fait, avec les conflits latents en fait entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. On sait en fait que par l'histoire, la Corée du Nord en fait, la guerre de Corée en 50 en fait avait essayé, la Corée du Nord d'envahir la Corée du Sud, que ça fait réagir les États-Unis et toutes les plaques attenantes. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, là? Bah, déjà, je vous rappelle qu'en 1953, ça n'a fait pas réagir les États-Unis, mais ça a fait réagir les Nations Unies. Parce Oui, qu'il y avait le mandat international des Nations Unies et les États-Unis ont combattu la Corée du Nord sous le mandat des Nations Unies. Et donc, il n'y avait pas que les États-Unis, il y avait plusieurs pays qui étaient à leur côté, y compris les Français. Et donc, en fait, à cette époque-là, les États-Unis, les généraux disaient au président américain de l'époque qu'il fallait employer l'arme nucléaire pour éliminer la Chine, parce que la Chine était derrière la Corée du Nord, et donc il fallait éliminer la Chine et la Corée du Nord. Et en fait, c'est à cette époque-là, ça aurait pu très très bien marcher. Mais comme les États-Unis n'ont pas osé employer cette arme fatale, comme ils l'ont fait contre les Japonais en 1945. Donc, le conflit, d'abord, ils ont presque réussi à reconquérir la Corée du Nord, et puis après, les Chinois sont venus en renfort, et donc, bien évidemment, il y a eu une ligne séparatrice qui s'est figée en 1953 et reste figée jusqu'à notre époque. En même temps, la Corée du Nord en elle-même, c'est un pays qui est un pays absolument renfermé sur lui-même, mourant de famine et qui vit uniquement sur l'idéologie complètement débile. Et donc, ils n'ont pas de force en réalité pour mener une guerre, une réelle guerre contre ouais. ses voisins. Mais cette guerre sert en quelque sorte de ciment pour, disons, servir de propagande interne pour ce peuple qui meurt de faim et qui suit aveuglement donc ces idéologues post-communistes qui sont les Kim en troisième génération. Euh, je ne crois pas que ce conflit puisse être gagné par la Corée du Nord, mais bon, le problème c'est que la Corée du Nord est soutenue en sous-main par la Chine, et donc la Chine, bien évidemment, ça change complètement la donne, Oui, il y a des... mais en même temps, ça donne un risque parce que la Corée du Sud qui est soutenue par les États-Unis et la Corée du Nord qui est soutenue par la Chine, bien évidemment, si jamais ce conflit entre en vigueur, ça risque de devenir un conflit entre deux puissances, deux principales puissances économiques et militaires mondiales. Et là, ça risque, là, du coup, on a le risque d'un conflit mondialisé et d'une guerre mondiale. Très bien, en fait, Sergueï. On approche de la fin où je vais conclure, mais avant ça, je vous laisse le mot de la fin. Disons que en réalité, nous vivons quand même depuis quelque temps un monde qui est beaucoup plus dangereux. Pour beaucoup, c'est la faute d'un seul homme qui s'appelle Vladimir Poutine, qui tout simplement n'a pas mesuré en fait la portée de danger qu'il représente au monde. Et de l'autre côté, en fait, le monde occidental qui n'était pas préparé d'avoir un vieil voyou armé d'une frappe militaire, mais cette agression de Poutine contre l'Ukraine a su aussi donner quelque chose de positif, c'est-à-dire elle a su mobiliser la communauté internationale. L'Europe n'a jamais donné une réponse aussi unie
à une quelconque menace, sauf peut-être le Covid, un tout petit peu auparavant, préalablement à cette guerre. Ça a mobilisé l'OTAN, ça a mobilisé les États-Unis, ça a fait perdre à Poutine d'ailleurs tous les marchés du pays occidentaux et donc perdre beaucoup d'argent. Et donc ça a rebâti les cartes, mais de toute façon, nous vivons un monde qui change de nature, puisque le monde d'après la Deuxième Guerre mondiale, le monde de Potsdam et de Yalta est en train de s'écrouler. Et il y a un nouvel monde, le nouveau monde qui apparaît, avec bien évidemment les nouvelles puissances dont la Chine qui sont apparues, mais aussi l'Inde, mais aussi le Brésil, mais aussi l'Afrique du Sud, et donc bien évidemment beaucoup de pays aussi arabes, les monarchies pétrolières, ce qu'on appelle les monarchies pétrolières. Et de toute façon, nous sommes arrivés quand même à une certaine impasse dans l'ordre mondial. Et en fait, tous ces petits conflits risquent peut-être de se transformer en conflits plus grands, mais en tout cas, le monde a besoin d'être reconstruit et repensé. Très bien, en fait, Sergueï, merci pour votre disponibilité. Vous revenez en fait quand vous le souhaitez sur les ondes clandestines, en fait, pour ces leçons de géopolitique. Quant à moi, je referme le volet de ce jour et vous dis à très bientôt, en fait, dans un prochain épisode des Univers de la sécurité. Merci, Sergueï. Merci.